bonjour pour cette deuxième journée de nos travaux. Donc pour démarrer cette journée, je vais être très bref et je vais très rapidement laisser la parole à Jean-Charles Gilcard, Franck Dubois et Benoît Ressaut, que je remercie particulièrement pour leur investissement sur cette journée, qui vont, de par leur connaissance à la fois de ces nouvelles pédagogies et de cette évolution de la formation professionnelle et de leur connaissance professionnelle, pouvoir sans doute vous faire un rapprochement très concret pour vous tous dans votre mise en œuvre future. N'hésitez pas à leur poser des questions. J'espère que, même si je les sais bavards, ils vous laisseront un temps quand même pour poser quelques questions. Hier, l'objectif de la journée, c'était de partager un premier niveau de représentation collective de ce que c'est que la formation centrée sur les compétences, avec un éclairage d'autres environnements de formation, que ce soit le monde professionnel, public ou privé, que ce soit le monde universitaire ou que ce soit le monde de l'éducation nationale. Finalement, on partage tous les mêmes préoccupations qui sont de changer nos modes de formation pour faire en sorte que chaque citoyen, chaque personne puisse développer les compétences qui lui permettront d'évoluer dans sa vie, d'aller dans les directions qu'elle souhaite aller. En partageant avec tous ces univers, on s'aperçoit que finalement ressortent de cette approche un certain nombre de clés de lecture, de cadres conceptuels, si on veut avoir un langage un peu plus scientifique, qu'il nous a semblé important de partager, là encore, dans un souci de vision, de représentation collective de ce que c'est que la formation professionnelle en 2019, et puis surtout après, puisqu'on est dans une phase transitoire où il y a beaucoup de choses à construire. Alors, pour cela, on va passer par trois étapes. Une première étape qui consiste à apporter des éclairages sur ce que c'est qu'une trajectoire individuelle de développement, comment une personne finalement se construit, développe ses compétences. On verra dans un deuxième temps avec le lieutenant-colonel Jean-Charles Gilcard du SDIS 91 comment, à partir des quelques repères donnés au préalable, comment on peut construire un certain nombre d'activités d'apprentissage, quelles sont les quelques clés de compréhension de ce qu'on appelle la didactique professionnelle, c'est-à-dire créer un environnement d'apprentissage. Donc ça, c'est plutôt l'aspect technique, mais cet aspect technique, il s'accompagne forcément d'un aspect humain, parce que ce sont des relations humaines avant tout, et quel environnement d'apprentissage motivant peut-on créer autour d'un apprenant pour qu'il apprenne tout simplement et qu'il s'épanouisse en fonction de ses choix. Voilà les trois étapes par lesquelles on va passer, et pour cette troisième étape, ce sera le commandant Franck-Emmanuel Dubois de l'entente de Valabre. Alors, hop. On va aborder la notion de trajectoire de développement des compétences. Alors, je vais prendre un micro. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà tous fait à manger? Oui, globalement, tout le monde a fait à manger? Ouais. Ah, certains mieux que d'autres, ça commence. Alors, si on prend une échelle de performance, premier mot qu'on va introduire dans notre discussion. Si on prend une échelle de performance, d'en faire à manger. Dans cette échelle de performance, la première fois que vous avez fait à manger, ça remonte, vous estimez la performance atteinte à peu près à quel niveau dans cette échelle? Plutôt vers le haut, plutôt vers le bas? Donc entre la première fois où vous avez fait à manger et maintenant, en fait,
vous avez fait un certain nombre d'expériences, vous êtes mis en situation régulièrement, et puis au fur et à mesure, ce que vous faisiez à manger était globalement meilleur. Donc cette notion, en fait, c'est la trajectoire de développement, cette notion de trajectoire individuelle de développement. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait entre chaque situation? Qu'est-ce que vous avez fait entre chaque situation? Ouais, vous avez fait la vaisselle, ouais, c'est mieux. Vous êtes travaillé sur les outils, vous avez essayé, puis quand ça ne marchait pas, vous avez refait, ouais. Vous avez demandé. Donc vous avez eu un certain nombre d'activités, vous avez réalisé un certain nombre d'activités qui vous ont permis petit à petit de monter en compétences. Donc vous avez fait des essais, mais entre chaque essai, vous avez été regarder la recette, sur le paquet, sur Internet, vous avez demandé à mamie, etc., etc. Vous avez acheté des outils. Bref, vous avez fait évoluer vos pratiques dans le but d'être de plus en plus performant. Pardon. Et ce principe-là, aujourd'hui, on a un certain nombre de chercheurs qui, depuis de nombreuses années, réfléchissent à tout ça. Et c'est ce qu'on peut synthétiser comme étant le constructivisme. Constructivisme, c'est cette capacité qu'a l'être humain à s'adapter à une famille de situations et à régulièrement, à travers des essais, à travers tout un tas d'activités, monter en compétences. Et si en plus on le fait au contact d'autres personnes, on s'aperçoit que c'est encore plus efficace. Et cette notion-là, c'est le socio-constructivisme. Et donc c'est l'élément fondamental sur lequel repose aujourd'hui notre approche sur la formation professionnelle, c'est le socio-constructivisme. Alors ça, c'est théorique. Parce que dans la vraie vie, quand vous avez fait à manger, on était plutôt dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'on a été capable à un moment de faire quelque chose de performant, et puis quelques jours après, on a dû refaire la même chose, et concrètement, on a été moins performant. Parce que notre activité, elle est influencée par tout un tas de facteurs qui font que, au fur et à mesure, ma performance évolue tout au long de ma vie. Alors du coup, ça sert à quoi la formation? Parce qu'en gros, tant que je suis en activité, je construis mes compétences. Donc on pourrait considérer qu'un équipier, finalement, si je le projette dans un centre de secours, finalement, il va se débrouiller tout seul et il va construire ses compétences, fondamentalement. Alors ça sert à quoi de l'envoyer en formation? Encadrer sa trajectoire. Pour éviter qu'il y ait des oscillations, on va essayer de faire en sorte qu'on le guide. Ouais, le guider. Accélérer, booster. Donc effectivement, l'objectif de la formation, dans son ensemble, c'est de booster ce mécanisme naturel qui consiste à construire ses compétences. Donc, on justifie à travers ce regard le fait qu'aujourd'hui nos parcours de formation s'appuient sur cette logique-là qui consiste à identifier qu'avant des temps dits de formation, il se passe déjà des choses, que lorsque je m'engage dans un parcours de formation, comme entre plusieurs individus, l'histoire n'est pas la même, ça justifie quoi? À partir du moment où j'ai un groupe d'individus qui n'ont pas la même trajectoire en amont du dispositif de formation, ça nécessite effectivement une individualisation et une phase de diagnostic. Puis l'enchaînement d'un certain nombre d'activités qui vont osciller, comme quand vous faites à manger, qui vont osciller entre des mises en situation, des essais,
et un certain nombre d'autres activités que nous avons appelées dans ce cadre-là des ateliers pédagogiques personnalisés, qui vont permettre à l'apprenant de développer ses connaissances, ses habiletés, pour qu'à chaque fois qu'il soit mis en situation, il puisse évoluer. Mais évoluer jusqu'à quand? L'une des difficultés que vous avez exprimées hier, c'est à partir de quel moment on considère que la formation est terminée. Mais sur ce principe du socioconstructivisme, est-ce que la formation est vraiment toujours terminée? Non. Une compétence, elle est constamment en évolution en fonction des activités que je continue à réaliser et de la complexité des situations auxquelles je suis confronté. Donc ça nécessite d'identifier quelque chose qui est plutôt nouveau dans notre approche, c'est cette notion de niveau de performance. Si je reviens à ma cuisine, quel est l'objectif en formation si je vais être cuisinier? C'est de faire un repas pour 350 personnes avec 15 entrées, 12 plats et 25 desserts, ou c'est de faire un choix entre 3 entrées, 4 plats et 5 desserts. Ça, il va falloir le définir, parce que c'est cette performance-là qu'on cherche à atteindre en formation. Et cette notion de performance, en fait, elle allie deux aspects. La notion de complexité de situation de travail, jusqu'à quel niveau de complexité de situation de travail je souhaite aller à travers un parcours de formation défini, et quelle est l'autonomie que j'attends de l'individu par rapport à cette complexité. Et donc ça nécessite, en amont d'un parcours de formation, d'identifier quel est le travail réel des individus et quel niveau de performance on attend à travers le parcours de formation. Et donc je vous renvoie au référentiel de compétences des acteurs de la formation, où le concepteur et les formateurs accompagnateurs, à un moment, doivent analyser le travail réel des gens, parce qu'un référentiel de compétences qui est élaboré au niveau national, il a vocation à définir des compétences globales qui sont applicables, qui identifient un acteur d'un bout à l'autre de la France. Mais concrètement, est-ce qu'un équipier de sapeur-pompier dans le Doubs fait le même travail qu'un équipier de sapeur-pompier à Mayotte ou qu'un équipier de sapeur-pompier à Argenteuil? Les compétences sont les mêmes. Par contre, le niveau de performance, est-ce qu'on attend la même chose de lui sur ces différents territoires? Ouais. À la compétence, oui. Mais est-ce que le niveau de performance sera le même? Donc c'est une vraie question aujourd'hui sur la construction de nos dispositifs de formation en amont. Donc ça fait partie des réflexions de cet après-midi, de la journée. Comment on dimensionne un dispositif de formation, quand on élabore des référentiels internes, il va falloir identifier ce niveau de performance, les performances recherchées, identifier le niveau de performance attendu pour pouvoir élaborer le parcours. Alors ce changement de paradigme, déjà il met en évidence que la première compétence à développer, à se réapproprier, puisque physiologiquement, et on l'abordera ce soir, notamment avec Jean-Claude Coulet et Emmanuel Prochic, sur comment on libère l'apprentissage. Donc ça veut dire qu'il est inhibé l'apprentissage aujourd'hui dans nos environnements. Donc on en débattra aujourd'hui. Réapprendre à apprendre. Hop. Comment on accompagne cet apprentissage? Alors c'est, je ne sais pas si on peut livrer le secret, mais quand on a débattu sur les référentiels de compétences des acteurs de la formation, l'un des souhaits du groupe, c'était d'enlever le terme formation.
Sauf que statutairement et notre environnement était un peu plus complexe que ça, et donc on a dû laisser formation disséminer un certain nombre d'endroits dans ces référentiels. Mais l'idée, c'est vraiment de transformer cette notion de formation, formatage. Donc je fais à mon image, je fais à l'image qui me semble être celle qui est nécessaire pour l'institution, pour tout un tas de choses, pour aller vers cette notion d'accompagnement, et comment je crée autour de l'apprenant un environnement d'apprentissage. Peut-on présupposer des besoins des apprenants? Là aussi, ça bouscule, parce qu'on a une culture où on fonctionne par séquence. Hein, on sort à la fin de, vous devez être capable de, vers une culture de, c'est quoi ton besoin? De quoi tu as besoin pour faire le job, là? Donc on n'a plus de scénario, mais on a un parcours de formation que l'on co-construit avec l'apprenant. On met en évidence le rôle essentiel du diagnostic, parce qu'encore une fois, on a tous des trajectoires de vie différentes. Hein. On en a parlé largement hier avec nos différents collaborateurs des autres univers de la formation. Hein. C'est une prise de conscience collective, sociale, sociétale, du fait que on a chacun notre vie, et qu'à travers celle-ci, on a construit plein de choses que l'on souhaite mobiliser pour s'engager dans un sens ou dans un autre. Quand je deviens sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier professionnel, c'est pas parce qu'il y a de la lumière et du chauffage, c'est parce que, au fond, j'ai envie de le faire. Et comment on booste tout ça? Définir les performances et le niveau à atteindre. Et ça, aujourd'hui, c'est complexe, parce que si on ne définit pas ça, rappelez-vous les propos de Patricia Arnaud hier, qui disait que construire un parcours de formation, c'est en premier lieu identifier les situations d'évaluation de fin de parcours qui me permettent de mettre en évidence les performances atteintes, le niveau de performance atteint, qui veut dire complexité de situation, plus autonomie pour faire face à ces situations. Comment on fait? Parce que de ça découlera le dimensionnement du système formation. Donc pour alimenter la réflexion de tout à l'heure sur le dimensionnement d'un système formation, c'est passé aussi par ce genre de questions. Ça veut dire changer de regard sur les activités d'apprentissage. Le moi je sais, toi tu sais pas, et je vais t'expliquer comment ça marche. Ça a ses limites. Créer des environnements motivants, la relation de l'apprenant à sa formation. Et c'était rigolo, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais dans les discussions hier, dans les différents groupes de réflexion, on est centré sur le formateur, on est centré sur les équipes, sur le dimensionnement des équipes, sur le dimensionnement des outils, mais l'apprenant là-dedans, c'est lui qui apprend. Comment on crée autour de lui cet environnement qui le motive et qui lui donne envie d'apprendre, et qui fera peut-être que on va pouvoir optimiser nos dispositifs de formation dans des environnements contraints comme les nôtres. Donc ça, c'était plutôt l'aspect comment fonctionne l'être humain dans l'apprentissage, mais on y reviendra largement ce soir lors de la nocturne. Je vais passer la parole à Jean-Charles Gilcard pour revenir sur plus concrètement les activités d'apprentissage. Pourquoi, comment? Bonjour à toutes et à tous. Mon propos il va être pas que technique, parce que j'ai été présenté comme ça, mais la didactique professionnelle, c'est d'abord le sujet de savoir comment on va ajuster les activités d'apprentissage par rapport aux stagiaires, aux apprenants que l'on a en face de nous. Donc c'est bien le sujet de la relation entre un sujet apprenant et puis les environnements que l'on a pour mission de créer. Voilà, donc plusieurs principes pour la création des activités d'apprentissage. Le premier principe, c'est qu'on est bien dans un couplage entre un sujet apprenant et un environnement. Vous avez vu d'ailleurs qu'on marque l'environnement avec, entre parenthèses, l'environnement dynamique. L'environnement dynamique, c'est vraiment la vision que l'environnement qui est autour du sujet apprenant ou du travailleur,
va évoluer indépendamment des actions que va produire l'acteur. Ça, c'est un premier point hyper important. On ne peut pas envisager de créer une situation d'apprentissage en occultant l'un ou l'autre des pôles, que ce soit le sujet apprenant ou que ce soit l'environnement. Le deuxième principe, alors ce n'est pas les 3 principes de la thermodynamique, hein, mais on n'est peut-être pas vraiment si éloigné que ça. Le deuxième principe, c'est que c'est dans cette interaction entre le sujet apprenant et puis l'environnement que les compétences vont se développer. Ça reprend, parce que, finalement, avec d'autres mots, ce que disait Benoît précédemment. Et le troisième principe, c'est que l'environnement que l'on va construire, parce que c'est comme notre mission quand on crée un parcours de formation, de créer des environnements, ces environnements ils doivent répondre à certaines propriétés. On va en illustrer 2 ce matin, mais la liste est beaucoup plus exhaustive que celle que l'on vous présente. Alors, l'idée était de l'illustrer de manière un peu pragmatique et en évitant le jargonnage conceptuel. Donc on a fait le choix de travailler à partir de 2 mises en situation qui se sont passées sur le plateau technique à Vitrolles et d'en faire une analyse par rapport aux 2 axes que l'on a soulevés ici. Le premier, c'est l'environnement formation et ses propriétés topographiques, enfin topographiques dans le sens où l'environnement physique va conditionner l'activité du sujet. Et puis le deuxième aspect, c'est ça qui en fait pas forcément qu'une discipline technique, c'est qu'à un moment donné, l'environnement de formation que l'on va créer, il va avoir des propriétés relationnelles. C'est-à-dire qu'on va immerger l'acteur, notamment quand on forme des COS, donc des chefs d'agrès VSAV, VTU, jusqu'au chef de site. On va immerger l'acteur dans un collectif, et la question est bien de savoir ce qui va se passer dans ce collectif, parce que sa mission demain, elle sera également de piloter un collectif. Alors pour le premier, ça va être relativement simple. J'ai voulu, avec le schéma, illustrer 2 zones qui servent d'exercice au plateau technique à Vitrolles. Je pense que tout le monde le connaît. Alors le premier, c'est une situation qui s'est passée au niveau du R+4. Et puis le graphique de droite, c'est une situation qui s'est passée dans la zone urbaine. L'exercice se déroule, et il y a un ensemble d'interactions. On retrace avec l'acteur les déplacements qu'il a réalisés sur la zone d'intervention. Et on voit que dans le graphique de gauche, il y a 3 zones où majoritairement l'acteur va se situer, donc qui sont symbolisés par les petits ronds couleur bleutée. Et puis côté zone urbaine, par contre, on voit que la zone principale de travail de l'acteur, c'est à l'angle, dans le carrefour de la zone urbaine. Donc on voit que le conditionnement que l'on va réaliser dans la construction de l'environnement va avoir un impact sur l'activité. Pour l'environnement de gauche, bon, je ne vous décris pas toutes les autres propriétés de la situation, parce qu'il y en avait également d'autres, mais ce que l'on voit, c'est que pour tenir l'intervention dans le graphique de gauche, il faut être simultanément à 3 endroits en même temps. C'est compliqué. Ça a amené le COS à faire des demandes de renfort pour obtenir une sectorisation géographique, en l'occurrence, pour cet exemple-là. Par contre, dans l'environnement de droite, le COS, en un seul point, peut superviser et contrôler l'ensemble de la situation. Et donc l'environnement qui a été construit par le formateur ne nécessite pas trop de déplacement pour le graphique de droite. Et donc, ça n'aboutit pas à une demande de renfort. Le dimensionnement de l'intervention relève bien du niveau chef de groupe. Voilà, donc premier point, la construction faite par le formateur de l'environnement physique a une influence, et l'idée, c'est de paramétrer cette construction au regard des besoins qui auront été identifiés dans la phase de diagnostic qu'évoquait tout à l'heure Benoît, de la phase de diagnostic du sujet apprenant. Deuxième dimension, la dimension relationnelle. Donc le collectif qui est construit dans la situation que nous allons regarder, c'est un chef de groupe avec 3 engins. Il est dimensionné, en tout cas il est structuré verticalement, hein.
une propriété de nos collectifs, ça, cette construction verticale. On y retrouve des éléments qui sont forts à chaque fois dans un collectif, c'est-à-dire qu'on va retrouver des interactions entre les acteurs. Majoritairement, ceux que l'on va regarder, ce sont les interactions entre le chef de groupe et les chefs d'agrès. Ces interactions sont toutes teintées de jeux de pouvoir, c'est-à-dire que dès lors que des acteurs vont être en interaction, il y a des tentatives d'influence sur les choix, sur les actions, qui vont parcourir l'ensemble des interactions. Le pouvoir, ça se décrit sur un axe vertical, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'interaction, il y a un acteur qui est en position haute et un acteur qui est en position basse. Et on peut repérer des marqueurs verbaux de qui, notamment, occupe la position haute. Je les ai listés rapidement parce qu'on va y revenir dans l'exemple. Premier marqueur verbal, celui qui commence et celui qui finit l'interaction occupe la position haute. Deuxième élément, celui qui fixe le sujet de l'échange est en position haute. Troisième élément, celui qui a la capacité à interrompre l'autre est en position haute. Et enfin, celui qui occupe le plus longtemps le temps de parole est en position haute. Donc on va l'illustrer ça au travers d'un exemple qui est survenu lors d'un exercice. Alors, la vidéo est là. Donc là, ce qu'on va ça dure 1 minute le passage. Ce qu'on vous demande, c'est de bien regarder les échanges qui vont avoir lieu entre les acteurs. Donc le chef de groupe est à sa VLCG et un des chefs d'agrès va venir à sa rencontre pour lui faire un compte rendu. Laurent ? Ouais. Alors, je t'informe que le 2e niveau est enfumé. Totalement enfumé? Alors, on commence à avoir un développement de fumée. On a réussi déjà à ouvrir la porte de l'appartement, l'établissement est en cours. Mais les 2e étages est enfumé maintenant. Complètement enfumé, même l'appartement ou pas? Pas les appartements, uniquement les communs. Ok, vous avez ouvert le Sky Dome ou pas? On n'a pas encore ouvert. Donc toi, ton binôme il est dispo, donc tu me fais ouvrir le Sky Dome. D'accord. Et on en est où sur les Et moi, l'action vient de s'engager, donc j'ai un binôme avec une LDV, un 2e binôme qui suit avec la caméra thermique pour reconnaissance dans l'appartement, donc il se situe immédiatement à gauche en montant au 2e étage. Donc tu me fais... PA demande s'il doit évacuer le 2e impliqué qui a la fenêtre. Non. Celui du balcon, c'est bon, Non, 2e impliqué. non, il n'y a pas de fumée, c'est un autre bâtiment. On est d'accord, c'est un autre bâtiment, donc on le laisse. Et celui-là, le monsieur, si jamais il se sent pas bien, vous le faites descendre par les communications existantes. Il n'y a pas d'urgence. S'il veut uniquement, autrement, vous le laissez. D'accord. C'est bon? T'as compris ta mission? Voilà, donc vous voyez un échange qui dure environ 1 minute, qui est survenu comme ça pendant la mise en œuvre de la situation. Alors, on va l'analyser rapidement, cet échange. Il y a un premier passage où la parole est plutôt côté chef d'agrès du FPT1, vous avez dû le remarquer. Et en fait, l'organisation verticale du collectif elle est un peu contrariée parce que celui qui occupe le plus de temps de parole, c'est le chef d'agrès du FPT1, celui qui fixe le sujet de ce qui est échangé, c'est le chef d'agrès du FPT1, et le chef de groupe laisse faire. Donc on est à contrario de la dimension de construction verticale du collectif, mais il y a un intérêt pour le chef de groupe, c'est-à-dire que celui qui a le plus d'informations, c'est le chef d'agrès, et le chef de groupe a tout intérêt à organiser un mode de coopération horizontale pour partager l'information. Et donc il laisse la position haute au chef d'agrès. Ça c'est le premier passage qui dure environ 10 interactions. Le deuxième passage, qui va être une succession de questions-réponses, où là du coup, le chef de groupe reprend sa position verticale, sa position haute, puisque c'est lui qui fixe le sujet dans ses questions de ce qui est abordé. Et puis un troisième passage où, de nouveau, le chef de groupe laisse la main au chef d'agrès, puisqu'on est encore sur une phase de partage d'informations. Vous voyez que dans cet échange, il y a une alternance de modes de coopération verticale et de modes de coopération horizontale. Et puis en troisième lieu, ou en quatrième lieu plutôt dans l'interaction, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais il y a une tentative de la part du chef d'agrès du FPT2 d'apporter des informations au chef de groupe qui pourrait être vue comme une tentative de prise de pouvoir dans l'interaction. Et cette tentative avorte, puisque à 3 reprises, le chef de groupe lui dit non, 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 non. Il ne donne pas la main au chef d'agrès du FPT2 pour partager les informations que ce dernier pensait devoir nécessaire de réaliser. Donc on voit que dans cet exemple-là, le chef de groupe
reste par contre sur la fin sur un mode de coopération verticale. La compétence derrière cet échange, c'est non pas... en tout cas, c'est la variation, la capacité du chef de groupe à varier le mode de coopération dans les échanges qu'il va avoir avec ses chefs d'agré. La question qu'on peut se poser maintenant, parce qu'on est sur une question didactique, c'est-à-dire que comment la situation a-t-elle été construite? Est-ce que le chef d'agré du FPT1 a été, entre guillemets, paramétré pour agir comme cela? Est-ce que le chef d'agré du FPT2 a été paramétré pour agir comme cela? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas été consulter les gens qui ont construit la situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'activité réelle, au travail, le chef de groupe que l'on voit là, comme nous tous qui avons pris des fonctions de commandement, à un moment donné, on sera dans l'interaction et on sera amené à choisir des modes de coopération. Et l'idée de la construction de situation, c'est de créer des environnements où on va obliger le chef de groupe, le COS, à adopter des modes de coopération qui vont être pertinents par rapport à la situation. Voilà, donc le dernier point, c'est vraiment l'ajustement de ces propriétés au sujet apprenant, ce qui en fait vraiment la dimension humaine. Les propriétés, elles ont un sens en elles-mêmes, mais elles doivent être ajustées par rapport au sujet apprenant. Alors, elles ont une cohérence par rapport au travail, puisque ce que l'on vise dans la situation de travail, c'est vraiment la performance. Transformer une situation pour revenir à un niveau socialement qui soit acceptable. Mais en formation, notre travail, c'est de faire varier les propriétés des environnements que l'on a créés de manière intentionnelle, de manière ajustée au sujet apprenant, de façon à ce qu'on arrive dans le graphique que montre tout à l'heure Benoît, c'est-à-dire que dans un temps qui est contraint, et je vais revenir sur les propos introductifs, dans un temps contraint avec des impératifs socio-économiques importants. Quand on mobilise des pompiers professionnels pour venir en formation, il faut les payer. Il faut les payer. Le coût d'un stagiaire, c'est la moitié du coût de la formation pour un pro. Pour un sapeur-pompier volontaire, la question fondamentale, c'est la question de la disponibilité. Et donc, créer des situations qui ne sont pas adaptées au sujet apprenant, c'est mettre en péril l'équilibre socio-économique de notre système de formation. Donc voilà, on doit être dans un fonctionnement d'ajustement des situations qui est, alors je ne sais pas si le mot va être entendu, mais qui est rentable en termes de production de compétences. Et c'est vraiment le sujet de la didactique professionnelle, d'ajuster ces propriétés à la fois au sujet et à la fois aux exigences des situations de travail que connaîtra demain dans son environnement professionnel le sujet qui est en face de nous aujourd'hui en formation. Conclusion, ça répète ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est-à-dire que les propriétés que l'on doit injecter dans la situation de formation, dans son environnement, dans sa construction, ces propriétés doivent être liées aux futures situations de travail de l'apprenant, et donc ça doit être précédé d'une analyse préalable du travail. Alors, il y a différentes méthodologies, encore une fois, pour faire l'analyse du travail. Il y a des armements qui sont plus ou moins lourds, mais on ne peut pas faire l'économie d'analyser en préalable le travail pour bien construire ces situations de formation. Et puis, le deuxième point, moi, je voulu le marquer parce que je pense que c'est souvent un écueil dans lequel on tombe, c'est-à-dire qu'on construit un environnement ouvert, et je pense d'ailleurs que l'exemple de l'interaction vidéo qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est fortuit. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je pense, j'en ai pas la certitude, à aucun moment, je pense que le formateur s'est dit, à ce moment-là, quand le CG sera à sa voiture, il se fera interpeller et il y aura un jeu de pouvoir qui va s'exercer dans l'interaction. Je ne pense pas que c'est calculé. Donc la question est, doit-on avoir des environnements qui sont complètement ouverts? Non, je pense qu'il faut les paramétrer à minimum parce qu'on optimise la formation. Maintenant, la question, c'est quand ça arrive, on doit équiper nos formateurs à le détecter, on doit équiper nos formateurs à le débriefer. Et je crois que c'est la voie pour ce que va nous dire maintenant Franck. Avant que je lui passe la parole, la phrase de fin est un peu provocatrice, mais je le pense sincèrement. Je pense que si on est dans des environnements qui sont complètement ouverts, au mieux, il y a un apprentissage qui va relever du hasard. Au pire,
il ne se passe rien, et les changements que l'on aura eu l'intention de réaliser seront très faibles, voire inexistants chez notre sujet apprenant. Voilà, donc pour faire la transition, le rôle du formateur dans la détection de ce qui va se passer dans la situation de formation, c'est un rôle crucial, à la fois pendant l'événement et aussi dans ce qui se passe dans la phase d'accompagnement ultérieure dans le parcours de formation du sujet apprenant. Franck, merci pour votre attention. Alors le sujet que je dois aborder, il repose sur la création des environnements, mais vous avez vu avec Jean-Charles à quel point c'est un vrai métier, en fait, de construire des situations d'apprentissage. En revanche, il y a un domaine dans lequel sur lequel on peut agir, qui est la motivation. Comment créer un environnement motivant? Alors c'est vrai qu'on va beaucoup se centrer sur où est-ce qu'on peut faire les mises en situation professionnelle. À l'extérieur, ça va vraiment très bien. Sur les plateaux techniques, ça peut aussi avoir du sens quelquefois. Donc on va beaucoup se focaliser, en tout cas les formateurs se focalisent énormément sur l'environnement d'apprentissage. Et peu finalement, qui serait donc un facteur exogène de motivation. Voilà, le fait d'être à l'extérieur, c'est motivant pour les stagiaires. C'est quand même bien d'aller dans la vraie vie, comme ils disent souvent. Mais il y a très peu de formateurs qui s'intéressent aux facteurs endogènes de motivation, c'est-à-dire les raisons profondes pour lesquelles les gens sont là. Qu'est-ce qui les pousse à agir? Pour quelles raisons ils sont entrés dans un parcours de formation, comme le disait Benoît? Quelles sont les logiques internes de la personne qui font avancer la personne, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas chez les formateurs, c'est une démarche à aborder. Mais ça, c'est pas uniquement sur le sujet, hein, c'est aussi quelle est l'ambiance dans le SDIS en ce moment. Voilà. Si le climat social est délétère, par exemple, c'est très compliqué d'agir sur la motivation des gens s'ils sont déjà dans une logique interne de mal-être professionnel, par exemple. Et très souvent, on a l'impression que la formation va être une bulle d'oxygène pour la personne. Viens en formation, tu vas voir, même pour le choix des formateurs. On dit, bah, viens et tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va un peu t'éloigner du terrain, le temps. Et en fait, être confronté à un groupe de personnes, ça peut être très, très épuisant. Donc il est important, que ce soit chez le formateur, qui lui a effectivement ce rôle de créer des environnements qui permettent aux personnes de développer des compétences, mais aussi pour le stagiaire, qui lui... en fait, nous, on se pose des questions au moment où il est là, quoi. Quelles sont souvent, le premier jour, on demande les attentes aux personnes. Mais est-ce qu'on a véritablement accès à leurs attentes profondes? Je pense pas. Je pense qu'on est dans un jeu de dupes, en fait, à ce moment-là, hein, précis. Voilà. Et pourtant, les facteurs endogènes sont extrêmement importants dans la motivation, quoi. Et bien évidemment, plus la personne se sent bien, plus elle apprend correctement, plus elle est en phase avec vous, et plus la relation formateur-formé évolue positivement, en fait. Donc... comment faire pour chercher des facteurs endogènes? Il faut, c'est pas si simple que ça. Il faut que la parole soit libre, et c'est pas le cas, parce qu'il y a des enjeux individuels, des enjeux personnels qui viennent freiner ma liberté de parole. Notamment si par exemple je dois aller dans un stage qui me permet de monter en grade, c'est probable que je n'évoque pas les raisons profondes pour lesquelles je suis là. Parce que j'ai peur que ces raisons soient mal perçues par les gens qui sont en face de moi. Donc je vais essayer de concevoir des raisons qui sont socialement, à mes yeux, acceptables par l'auditoire qui est en face de moi. Donc on sait agir sur les facteurs exogènes, mais on a peu d'action sur les facteurs endogènes, en fait. Mais c'est dommage de serrer ça uniquement sur la formation. Ce serait logique de s'intéresser à la personne tout au long de sa vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et donc son niveau de bien-être et d'épanouissement professionnel doit lui aussi être un corollaire du parcours de performance, quoi. Quand je me sens bien, j'apprends. Voilà. Quand j'ai envie d'apprendre, j'y vais avec plaisir. Si je suis dans une partie de ma carrière où j'ai, par exemple, une absence de perspective, voilà, je suis adjudant-chef, j'ai pas de perspective hormis le concours, ou je suis lieutenant-colonel et je n'ai plus de perspective hormis le concours, il est possible que ça agisse sur mon état mental et que je ne prenne plus de plaisir à me former. Et souvent, on pense qu'en mettant les gens en formation, ça va les rebooster. Ça arrive hein, sur quelques-uns, certainement, mais c'est rarement le cas. J'ai vu aussi des endroits où on a créé des formations
pour répondre à une problématique qui était en fait une problématique du service formation et qui n'était pas la problématique des gens qui étaient présents. On va leur faire 2-3 caissons, ils vont être confrontés à du feu, ça va leur faire du bien. Et en fait, ce n'était pas du tout les demandes implicites des gens qui étaient là, quoi. Donc ça n'a rien résolu. Il y a un vrai enjeu à se poser des questions beaucoup plus profondes sur les raisons de la formation. Est-ce que je me forme parce que j'ai envie de me former? Est-ce que je suis là parce que j'ai un projet dans ma tête? Est-ce que j'avais envie d'être là? Est-ce que j'ai été projeté ici? Quel sens ça a dans ma carrière? Enfin, bref, toutes ces questions-là qui peuvent aussi être, je dirais, analysées lors des entretiens professionnels s'ils sont réalisés dans les règles de l'art. Du coup, dans ce type de questionnement, les relations formateurs-formés changent obligatoirement. On passe d'une relation d'enseignement, c'est-à-dire presque une relation de subordination, en tout cas une relation assez verticale, à une relation de coaching. J'ai mis le gros mot coaching parce qu'on parle d'accompagnement, mais en vrai, on est sur des logiques de coaching, c'est-à-dire que moi, la personne, le formateur-accompagnateur, son job, c'est d'accompagner l'autre dans son développement professionnel. Donc effectivement, il y a tout ce que vous ont dit Benoît et Jean-Charles, mais il y a aussi un travail sur moi pour comprendre ce qui se joue entre moi et le stagiaire. Donc la formation des formateurs-accompagnateurs repose plus sur une dimension psycho-sociologique, pour dire des gros mots, que sur une dimension disciplinaire. Voilà. Je ne sais pas parce que je suis RCH 4 ou 6 ou 22 que je suis un bon formateur RCH. Vous comprenez? Donc, et c'est en cela que je voulais vous faire passer le message que les passerelles, même si elles permettent de devenir formateur-accompagnateur, c'est quand même mieux de suivre une formation qui permet de comprendre les nouveaux enjeux dans la relation formateur-formé. La problématique qu'on a rencontrée, nous, c'est que ça a généré des contradictions entre les relations managériales dans les SDIS, qui sont souvent, même si elles se sont un peu aplanies, souvent des relations verticales, et les relations en formation. On a des stagiaires qui sont venus nous dire « vous nous avez vendu du rêve ». Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin des mises en situation, on leur demandait... où ils prenaient la parole d'eux-mêmes et disaient « voilà, moi j'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça ». Et première manœuvre de la garde, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc si on est sur une logique de resserrer tout ce changement relationnel uniquement dans la zone formation, vous allez avoir des tensions énormes en management. Énormes. D'où la nécessité de former des accompagnateurs de proximité qui auront pour enjeu de glisser à l'intérieur des centres de secours ou des unités opérationnelles, je ne sais pas comment vous les appelez, de glisser une logique managériale différente. Bien évidemment, il faut que, dans nos organisations pyramidales, que le chef ait bien compris que ça va changer. Cette relation entre le coach entre le formateur-accompagnateur et le formé est basée sur la confiance. Voilà. Il faut leur faire confiance. Le système fait confiance aux gens lorsqu'ils partent en intervention. Bizarrement, quand ils arrivent en formation, on les chapeaute, on les materne, j'allais dire, on freine leur développement, en fait. C'est hyper important de leur faire confiance et de les laisser faire. Même pour les primo-arrivants. Souvent, on me dit ça. Ouais, c'est bien ce que tu dis, mais pour ceux qui sont déjà pompiers. Les primo-arrivants, ils ne savent pas exactement comment ça se passe, ils savent pas... Si, en fait, laissez-les faire, vous allez voir que vous allez gagner du temps. Nous, on construit des programmes sans connaître les personnes qui sont en face. Et comme vous l'a dit Jean-Charles, il faut absolument du lien entre la personne et l'environnement dans lequel elle va évoluer en formation. C'est essentiel. Et ce maître mot de confiance, aujourd'hui, on est plutôt sur des logiques de défiance, même si ça a beaucoup évolué, on est quand même sur des logiques de défiance, puisqu'on a encore des collègues qui arrivent en formation et qui ont peur. Voilà, qui ont peur. Enfin, nous on le voit à l'école à l'ECASC, il y a des gens qui arrivent au FDF, 3, 4, 5, et qui sont en panique interne, mais vraiment. Je vous parle même pas du RCH, où là c'est le... On attend. Donc on doit travailler ça pour que la personne vienne et se dise « mais bon sang, je vais développer des compétences, et j'en ai envie. » Même si nous on a une particularité, c'est qu'on ne sélectionne pas les gens, c'est pas nous qui faisons les sélections, on accueille les personnes. Entre ceux qui ont peur de l'examen, ceux qui ont peur de... La peur du formateur. Souvent, la première question, c'est qui va nous former? C'est machin. Ah. Ça peut rassurer, mais ça peut aussi être un facteur anxiogène, assez important d'ailleurs. Ça dépend en fait. Donc, on doit absolument les laisser faire dès leur arrivée, les accueillir et mettre autour d'eux
tout un environnement qui leur permet d'être heureux, un peu comme dans leur environnement professionnel. Le contrat d'apprentissage, alors c'est quoi? C'est en fait, si on est sur une logique d'autonomie de la personne, il faut qu'elle s'engage même symboliquement dans son contrat, quoi. Voilà. C'est ok, nous on va mettre tout à ta disposition pour que tu développes des compétences, mais si toi tu n'es pas acteur enfin même auteur, puisque tu vas co-construire avec nous les situations, si tu restes dans une logique passive, tu vas recevoir, et ça marchera pas en fait. Donc le contrat d'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de symbolique, c'est je m'engage dans mon apprentissage à développer des compétences, à participer activement à ma construction, quoi. Peu de gens le font, ça. C'est un contrat écrit, en fait. Hein. J'écris que je m'engage. Voilà. Peu de gens le font, mais ça a une valeur symbolique énorme. Pour l'avoir tenté sur plusieurs stages, ça a une valeur symbolique, quoi. Et surtout, ça a du sens après sur le plan d'action, puisque lorsqu'on finit une formation, on a cessé d'avoir l'illusion que la personne est formée totalement. Donc, on fait faire un plan d'action à la personne, c'est-à-dire elle explique ce qu'elle doit encore continuer à travailler dans l'année qui vient et dans les années qui suivent, bien évidemment, pour maintenir ou continuer à développer ses compétences ou maintenir les compétences qu'elle a construites durant la formation. Et ces plans d'action font partie du contrat d'apprentissage, en fait. Donc c'est quelque chose de symbolique, mais qui a un poids fort sur certains stagiaires. Et enfin, du côté des formateurs, du coup, on a un travail à faire sur les préjugés. On parlait tout à l'heure des présupposés. Moi, j'irais jusqu'à dire, j'ai vu des gens prendre une liste et savoir qui allait échouer. On n'avait pas encore vu les stagiaires, mais il y avait certains noms qui étaient très révélateurs d'un échec potentiel. Bien, croyez-moi, quand on a ces préjugés-là sur les personnes, bien évidemment que l'entrée en relation avec la personne va être différente du préjugé positif qu'on a sur l'autre. Et que la moindre erreur, si tant est qu'il en fasse une, sera identifiée comme une confirmation de mon préjugement. Tu vois, c'était une quiche et en fait j'avais raison. Et c'est dommage parce que du coup la personne a peu de chance elle est dans une espèce de spirale un peu maudite et elle a peu de chance d'en sortir. Si le formateur n'est pas formé sur l'action des préjugés qu'il a, l'action des préjugés sur lui, quoi, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? Comment ça se matérialise, ce contrat d'apprentissage ? C'est un écrit. Au début du stage. Est-ce que c'est pas trop tard ? Peut-être. Est-ce que l'implication de la personne formée doit pas... Est-ce que ça facilite pas les choses ? C'est filmé, donc il faudrait passer le micro, sinon on n'entend pas les gens. Une demande d'investissement qui est préalable à la formation. J'entends. Parce que une des difficultés à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est qu'on a parfois des gens, surtout en formation professionnelle, peut-être moins dans le milieu universitaire, je ne sais pas, quoique, on a des gens qui viennent en formation parce que c'est obligatoire. On est bien d'accord ? Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, ils le vivent parfois comme une contrainte. Et donc, ils sont à 1000 lieues d'imaginer qu'il leur faille lire la moindre ligne ou ouvrir le moindre livre avant de venir en formation pour s'y préparer. Alors que ça nous faciliterait beaucoup les choses en termes de mise en œuvre de la formation. Alors, est-ce que c'est pas peut-être quelque chose sur le plan organisationnel qui me semble pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, sur lequel il faudrait qu'on travaille ? Est-ce que ça faciliterait pas ça ? Parce que cette notion de contrat d'apprentissage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que vous pouvez mettre en place toutes les méthodes pédagogiques que vous voulez. S'il n'y a pas le moindre effort qui est fourni par la personne qui est censée être formée, on n'y arrive pas, quelle que soit la méthode. Exactement. On peut mettre les plus belles situations du monde en place. Si la personne n'a pas envie de se former, ça ne marchera pas. Donc vous avez raison, peut-être que si on pouvait mettre un contrat d'apprentissage dès l'entrée dans la profession, why not, quoi. Le souci, c'est que nous, on n'a pas accès aux sélections des gens et qui est choisi pour venir se former chez nous. Donc peut-être qu'en se 10 c'est faisable ça, mais nous on est obligé c'est quand on reçoit la personne qu'on lui fait le contrat d'apprentissage. Et encore ça n'a été essayé que 2 fois. Sauf si on met en place des prérequis. Ouais, avec l'idée que du coup c'est maintenir l'idée qu'il faut se préparer à aller à un stage. Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où on doit venir en formation, on doit au préalable
avoir soit un minimum de socle de connaissances dans un domaine particulier, c'est-à-dire qu'on oblige l'apprenant à faire l'effort en amont, hein, qui peut être ou pas accompagné. Donc ça peut être soit des choses à lire, soit des choses à connaître, soit, pourquoi pas, j'y reviens, mais c'est un concept qu'on met de plus en plus en œuvre, de suivre une petite formation ouverte à distance. Voilà, donc on est en train de créer des formations pour préparer la formation. Donc en fait, Non, c'est pas une formation pour préparer la formation. C'est-à-dire que la formation peut commencer avant que le stagiaire arrive à la formation. Oui, mais chez l'adulte, le savoir prend sens dans l'acte. Je le vois chez ceux qui ont mis en place les FOAD au niveau des équipiers, chefs d'équipe, chefs d'agrès. Ils font la FOAD, donc ils remplissent leur questionnaire. Là. Ils ont 10, 12, 15, 18, peu importe. Et quand ils viennent en formation un mois après, certains des formateurs m'ont dit « mais franchement, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait la FOAD parce qu'ils ne connaissent rien ». Parce que, si vous voulez, ça prend sens quand ils agissent, en fait. J'ai pas ce retour. Et en fait, sur la faible expérience que l'on a dans ce domaine, les formations qui font l'objet d'une FOAD préalable nous permettent d'avoir un état d'esprit différent. Peut-être. Mais sûr, hein, c'est un constat. La question qui est évoquée ici, me semble-t-il, c'est la place de la formation dans la gestion de la ressource humaine de manière globale dans une organisation et la gestion des compétences. C'est-à-dire que ce regard-là de la formation, il bouscule la notion de concours, la notion de sélection, et que la formation, c'est un acte d'accompagnement qui permet à un individu, à un moment donné de son parcours, de monter en compétences. Et si on a ce regard-là, effectivement, aujourd'hui, en l'état actuel de nos organisations, ça bouscule toute notre organisation administrative et de gestion de la ressource humaine. Mais juste, regardez, typiquement, pour sortir de notre microcosme purement pompier, moi je le vois sur des fois, les formations sur de la bureautique. Bon, vous avez des gens qui travaillent dans des secrétariats, sur des postes d'assistants, ou enfin peu importe le poste lequel, et qui parfois vous demandent des formations de base sur des logiciels Word, Excel, Outlook, des fois on vous demande des formations. Alors que, très honnêtement, l'effort individuel pour apprendre, s'auto-apprendre à utiliser ce genre d'outils, il est quand même pas extraordinaire. Est-ce que... Pour vous? Non mais, d'une manière générale. Je pense que c'est un stéréotype, oui. D'une manière générale. Je ne vais pas vous le dire, Colin, mais ça a été dit. Hein. Mais oui, mais... J'ai une carrière. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple. Mais si vous voulez, pourquoi toujours forcer, enfin, pourquoi toujours apporter aux gens qui sont censés apprendre des choses un cadre, un package complet, et ne pas solliciter de façon un peu systématique un effort mutuel. Mais vous êtes sur les questions de motivation, en fait. Mais oui, mais cette motivation, il faut trouver des outils pour la provoquer. C'est pour ça que le fait de pouvoir imposer des choses, ça peut, à mon avis, être une possibilité de... En fait, c'est souvent un lien... c'est souvent des solutions coercitives qu'on trouve, notamment pour la FOAD. Il y a énormément de gens qui traquent, donc qui mettent en place des dispositifs qui permettent de contrôler si la personne a bien fait son parcours. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas plus efficace que des plateformes ou des outils d'apprentissage plus libres, en fait. Mais bon, on est sur cette logique de contrôle. Ouais. Mais si on est obligé d'imposer à la personne d'apprendre, il se passe quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire, si j'ai pas envie d'apprendre et que vous me l'imposez, il y a quelque chose qui va pas. Mais si, quelquefois j'ai pas envie d'apprendre et on m'envoie en formation. Ou quelquefois j'ai l'impression d'être en formation mais que j'apprends pas. Et enfin bref, non, c'est pas stéréotypé, quoi. Voilà, c'est pas. Monsieur Coulet voulait réagir. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose pour aller dans le même sens en évoquant la question de la classe inversée. Parce que si effectivement la phase amont d'une formation, ça consiste par exemple à s'approprier un certain nombre de textes, un certain nombre de documents, et que la première phase de la formation consiste à exposer seul ou en groupe les éléments de connaissance ou en tout cas des éléments de connaissance au moins, mais il y a certainement d'autres choses derrière. Bien sûr. À ce moment-là, on couple d'une part la motivation, l'activité des stagiaires qui arrivent là parce qu'ils sont obligés d'être actifs pour mobiliser les connaissances qu'ils ont acquises à travers les documents, et
on fait un diagnostic. Et c'est là que le diagnostic me paraît extrêmement important, parce que du coup, le formateur, sans rien avoir dit, il est déjà en situation de comprendre où en sont les stagiaires sur les thématiques qui l'intéressent dans le cadre de sa formation. Sur une logique de connaissance. Sur une logique de connaissance, mais peut-être aussi de compétences, parce qu'on peut éventuellement proposer, au-delà de l'exposé de ce qui a été compris des documents, on peut peut-être proposer des situations de résolution de problèmes qui permettent de voir justement en activité comment ces connaissances-là sont déjà intégrées. Mais là, du coup, ça change nos dispositifs de e-learning. Et ça change complètement surtout la manière dont on conçoit la formation. Après, il y a quelque chose qui me semble important, c'est qu'on a tendance à inculquer aux personnes de se préparer à un stage. Mais si je dois maintenir mes compétences, c'est aussi pour intervenir sur le terrain, quoi. Donc si je ne fais rien entre deux actions de formation, il est légitime que mes compétences disparaissent. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, notre processus, il est construit pour prépare-toi parce que tu vas aller au stage. Non, entraîne-toi parce que tous les jours, tu es supposé décaler. Mais l'un ne s'oppose pas forcément. Ah, je sais pas. Peut-être qu'on pourrait abandonner l'idée de... Enfin, on aurait moins besoin de se préparer à un stage si on avait comme sens profond de s'entraîner pour maintenir un niveau de compétence. Odilon, tu voulais réagir? Pardon. Moi, j'avais envie de vous dire que je dis à mes formateurs, de toute façon, vous n'avez pas de levier ni d'avis à émettre sur l'opportunité de la présence de l'apprenant que vous avez en face de vous, et c'est le cas ici à l'ENSOSP. C'est comme ça, il vient à vous, il y a zéro levier. Le but, et c'est lui qui décide, entre guillemets, de ce qu'il va faire, de son apprentissage. J'écoutais les instructeurs qui me disaient « Ah oui, mais non, ce candidat-là, je ne pressens pas moniteur, tout ça. » Mais à un moment, ce n'est pas lui qui décide, c'est son chef de centre qui a dit qu'il y a besoin de moniteur, etc., etc. Et à un moment, cette dynamique-là, elle se joue de manière plus globale avant le temps de présentiel, dans une ambiance managériale plus générale et qui dépasse le champ de compétences du service formation. Et c'est là où ça devient compliqué, et c'est là où ça nous échappe, et c'est là où je souligne la pertinence de l'atelier qui a été rajouté ce matin sur le rapport à l'équipe de direction, les aspects financiers si on veut, mais les aspects managériaux aussi, quoi, parce que là, ça nous échappe, en fait. Oui, on ne peut pas décloisonner l'ambiance, le climat social, l'ambiance du SDIS de ce qui se passe en formation, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un qui est mal au travail, même si on le met en stage, il est possible qu'il soit mal aussi, quoi. Moi, je vais insister Ou alors sur... il est possible... Pardon Jean-Charles, il est possible que ce soit une bulle d'oxygène, mais du coup qui le rend anxieux de retourner en centre de secours. Moi, je voulais juste insister sur ce que disait Odilon, parce que c'est important. Le contexte d'émergence de la motivation, il n'est pas lié au contexte formation propre. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans l'unité de la personne, le besoin ressenti de continuer à pouvoir agir dans le centre de secours, c'est un contexte hyper important. Et puis, peut-être pour... les niveaux de motivation, on sait tous qu'ils sont hyper hétérogènes. Et un pompier volontaire qui pose 3 semaines de congé pour faire une formation de chef d'agré, on peut déjà sentir que le niveau d'engagement, parce qu'ils sont liés, le niveau d'engagement, le niveau de motivation, il est déjà fort, quoi. Donc, je pense que tout n'est pas... tous les stagiaires ne viennent pas à reculons en stage. Voilà, pour le dire différemment. Alors si j'ai le sentiment, si c'est le sentiment que tu as eu, ouais, c'est pas du tout ce que je dis. Non, les stagiaires, il y a des stagiaires qui viennent, qui s'épanouissent en formation, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si je suis mal dans mon job au quotidien, j'ai du mal à trouver des ressources pour passer sur l'acte d'apprendre, en fait. Voilà. Et du coup, j'insiste sur un des points sur lesquels tu es allé tout à l'heure, c'est la place du manager de proximité qui est le chef d'unité, les cadres de l'unité, mais qui sont aussi les accompagnateurs de proximité qui permettent d'accompagner dans cette... comment je vais exprimer ? Dans le fait de donner du sens
en fait, entre le monde du travail et le monde de la formation, finalement, qui n'est qu'un seul et même monde. Et c'est ça qui est complexe aujourd'hui, c'est qu'on a, dans nos organisations, dissocié le monde de la formation du reste de la vie du SDIS. Et tout l'enjeu, c'est de... Et ça touche du coup des problématiques de temps de formation. Une des questions qui revenait hier, c'est oui, mais dans les arrêtés, on prévoit du temps de formation. Oui, c'est quoi du temps de formation? C'est du temps qu'on a consacré particulièrement, où on a été particulièrement attentif dans l'accompagnement d'un individu. Est-ce que c'est forcément du temps bloqué, du temps de stage? Ce sont toutes ces questions-là. Et du coup, quel est le rôle du manager de proximité dans le portage de cet accompagnement? Et là, pour le coup, on a beaucoup de choses à construire et qui peuvent répondre à nos problématiques actuelles, qui sont des problématiques financières, qui sont des problématiques de disponibilité. On a un certain nombre de clés aujourd'hui qui, nous semble-t-il, peuvent répondre à beaucoup de ces facteurs-là. Il y avait une question en haut. Ouais, je voulais revenir sur l'exemple des relations de pouvoir qu'on a vu dans la vidéo. Et je voulais connaître votre point de vue sur la place de l'inné et de l'acquis, sur la relation qu'on a vue à l'exemple. Et si vous abordez ça en formation ici, avant ou après, lors du débrief ou avant au préalable, et si oui, comment vous faites? Est-ce qu'on peut la garder pour Emmanuel Prosic ce soir? Oui, c'est mieux. Ouais, je pense qu'on va la garder, c'est l'autre question pour Emmanuel Prosic ce soir. Alors, c'est vrai qu'on a Patricia qui est neuroscientifique, je me tourne vers elle, j'en profite. Non, mais je ne veux pas m'étaler, mais juste un petit truc, l'apprentissage, c'est pas inné. Non. D'accord? Voilà, c'est forcément acquis. Donc déjà, ça peut répondre à votre question. N'attendez pas que les gens fassent des miracles s'ils n'ont jamais été soumis à un contexte qui fasse émerger un apprentissage. Donc ça, pensez-y toujours, d'accord? Voilà. Bon, j'aurais plein de choses à dire, mais j'ai pas le temps et je ne veux pas accaparer la parole, mais c'est très intéressant vos échanges ce matin. Merci Patricia. Merci. Moi, j'aurais une question sur... alors, je ne veux pas revenir à la pédagogie à papa, mais j'aurais une question sur la notion de plaisir en situation d'apprentissage. Parce que là, on est en train de dire il y a de la bienveillance, il y a des conditions de motivation. Mais est-ce que le lien entre motivation et plaisir n'est pas un peu trop rapide? Ce que je veux dire, c'est que si on me met en situation où je dois m'auto-évaluer, je dois m'interroger beaucoup, il y a vraisemblablement une fatigue intellectuelle de l'apprenant, de toujours être dans la remise en cause de ce qu'il croit savoir, etc. Est-ce que, de facto, il faut prendre du plaisir pour bien apprendre, ou à l'inverse, alors c'est un peu paradoxal, est-ce que prendre du plaisir en formation n'est peut-être pas le signe qu'on n'a peut-être pas bien appris? Alors, moi, ma réaction... J'ai 4 heures là ou pas? Je vais réagir juste pour... en fait, votre réflexion m'en amène une autre, c'est la notion de fait à neuneux en formation. Des activités d'apprentissage, c'est parfois complexe pour l'apprenant. Ça peut le mettre parfois en situation d'introspection, de réflexion profonde qui n'est pas forcément agréable. Et donc là, je reviens aussi un petit peu sur ce qu'on évoquera ce soir, hein, la notion de la place de l'erreur dans l'apprentissage, et ne pas confondre erreur et échec. C'est-à-dire que, on le reverra ce soir, plus on fait des erreurs, plus on apprend. C'est physiologique. Mais qu'est-ce que je fais de l'erreur? Et ce que je vis, c'est surtout ma relation à l'erreur. Et ma relation à l'erreur, elle est intimement liée à ma place dans le groupe, à ma place dans la société, à ma place vis-à-vis du formateur. Et donc, c'est pour ça que je lis cette notion de plaisir. C'est pas toujours plaisant hein, de faire des erreurs. Mais comment je l'accompagne, ça? Parce que je veux favoriser justement les erreurs en formation. Parce que c'est là, justement, dans cet environnement sécurisé, quand je fais à manger, pour revenir à la notion de socio-constructivisme, pardon, quand je fais à manger, les enjeux, ils sont quand même moins importants. Ça se trouve, un certain nombre d'entre nous, on est passé à côté de l'amour de notre vie parce qu'on a raté un déjeuner. Ok. Là, on est sur des enjeux de survie
envoyer quelqu'un directement au feu alors qu'il n'a jamais été confronté en amont, c'est un peu complexe. Et donc créer un environnement d'apprentissage, c'est aussi faire face à des problématiques de sécurité dans la mise en activité des gens. Donc voilà, le plaisir, parfois de se tromper, c'est pas forcément agréable. D'où la nécessité d'accompagnement, de coaching. Moi, je pense sincèrement que le plaisir est un vecteur profond de motivation. Je pense que si on prend du plaisir, on apprend mieux. Mais c'est pas l'unique vecteur. Il y a aussi mon histoire de vie, mon rapport à l'école, mon rapport aux examens. Enfin, tout ce qui s'est passé dans ma vie antérieurement, tout ça, ça a du lien. On avait fait une tentative, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Charles, on avait organisé la salle comme une salle d'école, et on filmait en fait, mais ils ne le savaient pas. Et quand ils sont rentrés, il y a eu un frein net, c'est-à-dire que les gens ont fait « Oh !» Ils ont été bloqués à l'entrée, mais pas parce qu'ils voyaient la caméra était invisible, parce que ça les a renvoyés dans un passé qui, en tout cas pour le premier qui a vu la salle, n'était pas un passé plaisant. Il m'a même pris pour sa prof d'anglais, pour vous dire. Ne serait-ce que le terme d'école, oui, qui aujourd'hui, école, ça renvoie aussi à notre histoire, notre relation à l'école. Donc réduire l'apprentissage uniquement au plaisir, c'est un peu... Après, il faut plus de temps pour... Voilà. Mais on n'a pas le temps on prend pas le temps de s'intéresser à l'histoire de vie de chacun d'entre nous, et voilà. Parce qu'on est sur des logiques aussi de chiffres. Hein. Voilà, il faut qu'on forme sans sous-officier, sans machin. Donc on passe à côté de certaines choses. Y a-t-il une dernière question ? On parlait tout à l'heure, enfin vous parliez d'environnement entre parenthèses dynamique. En fait, est-ce qu'au final, un plateau technique, nous on en a et on se pose aujourd'hui la question, est-ce que finalement c'est des bons environnements dynamiques ou est-ce qu'il ne faut pas aller ailleurs, enfin, etc. quoi. À quoi sert aujourd'hui un plateau technique en fait ? Alors le caractère dynamique de l'environnement, il y a différentes manières de manifester. Hein. Le caractère ultime de l'environnement dynamique, c'est la situation opérationnelle. Voilà. Maintenant, dès lors qu'on va être dans une reproduction de situation, forcément on dégrade la situation construite par rapport à la situation visée. Puisque même dans un environnement de la vraie vie, comme dirait tout à l'heure Franck, le stagiaire, il sait qu'il est en stage. Il sait que les conditions qui sont créées, elles sont différentes de celles qu'il vivra demain. Et effectivement, plus on dégrade la fidélité par rapport à la situation réelle, moins l'environnement est dynamique. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que, bon, je n'ai pas marqué dans le diaporama, mais ça vaut le coup de le dire, ce qu'on doit reproduire en formation, c'est pas que l'environnement, c'est les problèmes de l'environnement. Ce qu'on doit reproduire, c'est les problèmes de la situation réelle. Et en ça, on peut donner un caractère dynamique aux situations, même si elles se déroulent sur un plateau technique. Voilà ma réponse, Guillaume, par rapport à la question. Mais effectivement, cette dégradation, elle est observée au plus on extrait des propriétés de la situation réelle. Quoi. Après, l'enjeu est sur le formateur aussi, qui prenne conscience qu'il y a des parties de la mise en situation sur laquelle on n'a pas de temps à consacrer en termes de débriefing ou autre, hein, parce qu'en fait, c'est tellement éloigné ou dégradé par rapport à une situation réelle qu'on n'a pas de temps à perdre à débriefer ça. Quoi. La personne étant prise dans l'environnement, elle va réagir à ce qu'elle reçoit, en termes de perception, à ce qu'elle reçoit. Je pensais à la fumée blanche, par exemple. Alors, on demande aux gens de se comporter comme s'il y avait un feu. En fait, non, c'est compliqué. Parce que mes alertes sensorielles ne sont pas les mêmes. Donc, c'est difficile de sortir de moi pour agir comme s'il y avait le feu. Quoi. Donc, il y a toute une dimension, en tout cas, quand l'environnement est dégradé, à prendre en compte lorsqu'on est formateur accompagnateur. Et du regard du formateur qui est extrêmement important, parce que essentiel. L'idée de dégrader l'environnement, c'est aussi de centrer son regard sur certaines problématiques précises. Quoi. Moi, je voulais intervenir aussi là pour dire que dans un apprentissage, l'expérience sensorielle, elle est incontournable. Donc même si vous êtes dans des situations qui ne sont pas réelles, ça ne fait rien, il faut donner l'occasion à l'apprenant de vivre ces situations. Moi, je peux faire le parallèle avec ce qui se passe en travaux pratiques. Quand on demande à un étudiant de cathétériser un cholédoque ou de faire un enregistrement cérébral, ça n'a rien à voir entre lui dire de manière théorique et lui faire vivre. Moi, j'ai vu
des lapins explosés en pleine salle de TP quand même, hein, parce qu'ils sont tellement focalisés sur leur oscilloscope qu'ils ne regardent pas le respirateur et il y a le lapin qui gonfle, et d'un coup, madame, et pouf, le lapin explose. Bon, vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais bon. Alors, c'est juste pour vous marquer un peu. Ce qui est très important, c'est le débriefing finalement que les formateurs feront de la situation expérimentale. Donc c'est ça surtout qui fait que même si vous avez perdu des conditions de stress que vous avez dans la réalité et que dans la simulation vous n'avez pas, c'est très important. Je vais vous donner un autre exemple. Nous, on a financé, la MIPNES sert aussi à financer des expérimentations et du développement. Et du coup, on a financé le dispositif SimLife qui vient d'être mis au point par les chirurgiens. Hein, c'est l'Association nationale des chirurgiens qui a mis ça au point, et à Poitiers. Et donc, en fait, ils prennent des cadavres et ils les revascularisent et ils les reventilent. Donc, quand on rentre là-dedans, on voit des gens qui sont morts, mais on a l'impression que ça vit, hein, parce que ça bouge, ça circule, enfin bref, voilà. Et donc, il y avait un groupe de la Salpêtrière qui était en train de s'entraîner quand moi je suis arrivée dans la salle. Et puis, on discutait comme ça, tranquille. Et puis, il y a un élève chirurgien qui a... Quand je sais plus, le colonel ou je sais plus quoi de la Salpêtrière dit « Ah ben voyez, voilà une dame du ministère qui vient vous voir travailler. » Et hop, le scalpel est parti de traviole et il y a eu du faux sang qui a giclé. Et donc là, c'était la grosse panique. Voilà. Donc ça veut dire que non, il faut ces simulations, ces situations de simulation, il faut les garder. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais nous, les scientifiques, on a le même problème avec les salles de TP, hein, mais de travaux pratiques, pardon. Je ne sais pas si vous saviez ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est très important de garder ces vraies situations. L'expérience sensorielle, elle est irremplaçable. Donc, ça ne peut être que bon. Par contre, le débriefing des formateurs, après, c'est important. La petite vidéo et puis débriefer, ça c'est... J'entends ce que vous dites bien sûr sur les expériences sensorielles. Ceci étant, si si les situations qu'on crée génèrent des alertes sensorielles très éloignées des alertes sensorielles réelles, on peut aussi fausser l'analyse de la personne. Vous voyez ce mais que je veux c'est dire là que votre débriefing il est important. Mais et après, de resituer les choses dans le contexte et de réexpliquer, et de détecter aussi les déviances de comportement de certains dans des situations. Mais de mon point de vue, les marqueurs sensoriels restent plus longtemps dans la mémoire que ce que je vais lui dire. Ah ben, vous trouvez des situations qui créent de l'émotion. Ah mais vous n'y arriverez pas. Mais vous voyez, prendre des exemples... Non, il faut marquer. Et c'est là où les émotions sont cruciales aussi pour l'apprentissage. Bien sûr. Il n'y a pas d'apprentissage sans créer de l'émotion. Exactement. Bien. Et le plaisir en est. Absolument, c'en est. Ça fait partie.